Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique de la semaine du 1er au 5 février 2021. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti avec donc la dette soutenable. Qu'est-ce que c'est qu'une dette soutenable ? C'est qu'elle ne doit pas écraser nos enfants, donc les générations futures. Et pourquoi Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, parle d'une dette soutenable ? Eh bien parce que, pour le moment, et pour plusieurs années, notre dette publique française restera supérieure à 100%. Et lui, il nous dit que ça sera pour au moins 10 ans, et pour au moins 5 voire 4 à 5 ans, avec des déficits budgétaires supérieurs à 3% du PIB. Alors, il nous exprime que le regard doit changer sur la perception des dépenses publiques et pour savoir s'il y a trop de déficit. Donc, en substance, qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'est-ce qu'un bon déficit ? C'est-à-dire que c'est plutôt un déficit qui permet d'investir dans les futures générations et non pas à permettre de vivre sur des acquis qui seraient inutiles, donc de l'argent dépensé inutilement. Alors, si je le cite, il dit « Il faut se demander avant tout à quoi sert la dépense publique. Est-ce que l'argent public est bien dépensé ? Est-ce qu'il va au bon endroit ?» Allez, on continue dans l'économie. Et les immatriculations de voitures neuves qui ont chuté en janvier. Alors, ce sont les chiffres du comité des constructeurs français d'automobiles. Donc, c'est une baisse de 5,85% sur un an, soit seulement 126 381 unités qui ont été faites sur la dernière année. Alors, il faut savoir que le groupe PSA a accusé une baisse de 16,84% de ses immatriculations en janvier, alors que Renault a vu ses ventes augmenter de 2,05%. Alors pour Renault, on peut se dire que c'est le boom des voitures électriques et des voitures Zoé, mais on n'a pas les détails, mais on peut le supposer. En ce qui concerne les constructeurs étrangers, on a des Volkswagen qui a progressé de 5,2%, BMW 1,95%. Pareil, à se poser la question sur l'augmentation du nombre de ventes des voitures électriques et voir sur celles qui ont des carburants, essence, gazole et compagnie. Toyota, pour le coup, on sait qu'elle a des hybrides, mais elle a accusé un repli de 8,3%, et Fiat Chrysler a fondu de 18,4%, c'est encore pire que PSA. Allez, on continue avec le groupe Flunch, qui est en procédure de sauvegarde et qu'il a demandé vendredi 29 janvier. Il faut rappeler que Flunch appartient au groupe Mulliez, qui possède notamment Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi. Ils envisagent de céder une 60aine d'établissements, et un maximum de 1300 personnes, soit un quart de l'effectif total, seraient menacés. Flunch, c'était avant la pandémie, 55 millions de clients par an dans 227 restaurants en France. Sur la dernière année, leur chiffre d'affaires s'est effondré de près de 212 millions d'euros, donc moins de 57% pour les 161 restaurants détenus en propre en France. Alors, sans transition aucune, on parle de la progression du bioéthanol en France en 2020. Donc le super éthanol E85 a progressé, enfin les ventes ont progressé de 4% en 2020. Sa part de marché a doublé en un an et 15 000 nouveaux boîtiers de conversion ont été installés en 2020. Il faut savoir que le litre coûte 2 fois moins cher que l'essence. Donc, si vous voulez l'explication, ça va très vite, c'est une explication économique de son boom. Le prix de l'essence augmente, bien que c'est vrai que ces temps-ci, il avait un peu baissé suite aux effets de la pandémie.
mais dans le cas ça reste beaucoup plus économique. À voir si c'est plus écologique, parce qu'on nous dit que 90% de particules fines en moins dans l'éthanol, mais c'est à vérifier. Les stations qui en distribuent ont augmenté de 32% en un an. À voir sur les modèles d'origine, puisque normalement, comme je vous l'ai dit, il fallait un nouveau boîtier pour pouvoir rouler à l'éthanol. Mais d'origine, Ford vient d'annoncer une gamme de 6 nouveaux modèles. Allez, on passe à l'économie et on continue surtout dans les chiffres, puisque on se pose la question de savoir si le groupe M6 va bientôt être vendu, et c'est une nouvelle qui a été publiée vendredi dernier par Reuters, puisqu'apparemment l'allemand Bertelsmann envisagerait de vendre les 48,26% des parts du groupe qu'il possède. Ça pourrait lui rapporter 3 milliards d'euros. Apparemment, Vivendi, Altis, TF1, Mediaset ou encore un milliardaire tchèque dénommé Daniel Kretinsky serait ainsi sur les rangs pour racheter les parts du RTL Group. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien de hâtif et rien ne va se décider tout de suite, ou rien n'est pour le moment décidé, puisque le groupe RTL a communiqué et puisqu'ils ont expliqué que ils évaluent régulièrement de telles opérations susceptibles de créer de la valeur pour ses actionnaires. Il faut savoir que le chiffre d'affaires du groupe M6 s'est élevé à 856,1 millions d'euros en 2020 et il était en baisse de 15,2% sur l'année. Allez, on continue avec les suites de l'affaire GameStop et une analyse du chef économiste de BNP Paribas, William De Wilder, qui dit que si, par exemple, les phénomènes type GameStop deviennent récurrents, certains de ces effets pourraient s'inscrire dans la durée. Ça pourrait créer un effet domino sur le marché. Il pourrait conduire à une réticence à vendre à découvert, ce qui, selon lui, réduirait l'efficacité informationnelle des cours des actions. Les investisseurs qui sélectionnent les titres devraient également en tenir compte et cela pourrait influencer leur décision d'investir dans les petites ou grandes entreprises, dans les actions ou les obligations. De même, cela pourrait accroître la prime de risque demandée et influencer le coût du capital des entreprises. Pour le coup, on voit bien que GameStop a vraiment changé les données du marché, puisque effectivement les petits porteurs qu'on appelle aussi les pigs en anglais se sont rebellés. Et les chiffres pour l'économie européenne, et donc après la pandémie de 2020, ils sont assez affligeants malheureusement. Un recul du PIB de 6,8% pour tous les pays partageant l'euro, et avec un dernier trimestre à moins 0,7%. Alors comme je vous ai dit en introduction, ce sont des chiffres qui proviennent de Eurostat. La commission avait tablé sur une chute de 7,8%, donc on a un point d'écart. Faut savoir que le PIB aux États-Unis a fait moins 3,5% l'an dernier, 3,1% en Russie et plus 2,3% en Chine. Si on fait pays par pays dans la zone de l'Union européenne, l'Allemagne a fait moins 5%, la France moins 8,3%, l'Italie moins 8,9% et l'Espagne a vraiment dégringolé à moins 11%. Allez, les pertes sur les crédits que devraient accuser les banques en 2020 et 2021, et c'est S&P Global Ratings qui prévoit des pertes sur crédit d'environ 1800 milliards de dollars pour 2020 et 2021. C'est 15% de moins que sa précédente prévision, qui était de 2100 milliards de dollars en juillet 2020. Pour ces banques, il estime tout de même que les pertes de crédit absorberont environ la moitié de leurs résultats avant provision en 2020 et environ 45% en 2021 et 2022. Allez, on passe au groupe Santander, la banque Santander, la banque espagnole, qui accuse une perte annuelle record de 8,77 milliards en 2020 et principalement à cause du coût de restructuration et de l'augmentation des provisions, bien sûr à cause de l'impact de la pandémie de coronavirus. Le bénéfice du groupe a chuté de 90% sur un an et on rappelle que dans cette même année ils ont annoncé
donc c'était en décembre dernier, 3500 suppressions d'emplois en Espagne. Allez, c'est parti, donc EDF qui lance une première centrale solaire flottante en France. Et donc c'est EDF Renouvelable, qui est filiale d'EDF, qui annonce le lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur la retenue d'eau de l'usine hydroélectrique de Lazer dans les Hautes-Alpes. Il y aura une surface de 24,5 hectares couvrant les 2/3 de la surface de la retenue d'eau. Et ça aura une capacité de production de 20 MWh. Je pense que c'est mégawattheure MW. Mise en service au printemps 2022, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants. C'est ce qui est déjà produit par l'usine hydroélectrique. Alors EDF vise à devenir l'un des leaders du secteur en France avec 30% de part de marché d'ici 2035. Il faut savoir que la centrale solaire flottante n'est pas la seule en France, puisqu'il y en a déjà une à Piolenc dans le Vaucluse, qui est exploitée par la société Accio Énergie. Elle commence déjà à produire depuis 2019. Elle a une puissance de 17 MWh et elle était installée sur l'eau d'une ancienne carrière. Allez, on passe à la Poste, qui a une grosse perte en 2020. La Poste aurait en effet perdu 1,2 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, sans la comptabilisation des titres CNP Assurance, dont elle a pris le contrôle en mars, et qui a apporté 3,6 milliards au résultat net. La crise sanitaire a accéléré la chute des volumes du courrier traditionnel. Alors, dans l'historique, on est passé de 18 milliards de lettres échangées en 2008 à 14 milliards en 2013 et 9 milliards en 2019 et maintenant 7 milliards en 2020. La Poste s'attend à transporter 3 milliards de lettres en 2030. Donc c'est vraiment plus beaucoup. Divisé par 6 par rapport à 2008, donc en 20 ans. La baisse des revenus du côté des lettres n'est pas compensée par la forte croissance des colis. C'est moins 1 milliard d'euros sur les lettres et 300 millions sur les colis. Il faut savoir que le service universel postal est déficitaire d'environ 1,5 milliard d'euros. Les prestations de base, c'est-à-dire pour le service universel postal, les prestations de base levée et distribution 6 jours sur 7. Allez, on passe aux ventes de voitures en Europe et les ventes de voitures électriques surtout, puisque 538 772 voitures électriques ont été vendues en 2020, surtout en Allemagne, France, Pays-Bas, et 507 059 hybrides rechargeables. Alors, on va voir les chiffres plutôt du 4e trimestre pour l'instant. Les ventes de véhicules à essence ont baissé de 33,7%, et ce qui représente quand même 40,6% de part de marché. Celles de diesel ont diminué de 23%, et c'est 24,5% de part de marché. Les voitures électriques ont progressé de 216,9%, à 248 000 exemplaires. Hybride rechargeable 331%, hybride non rechargeable 104,7%. Après, les autres énergies GPL 85, gaz naturel 19,6% et surtout en Italie. Et sur toute l'année 2020, l'essence a représenté 47% des ventes de voitures individuelles, les diesels 28%, les hybrides 11,9%, les électriques et hybrides rechargeables 10,5%. Autre énergie 2,1%. Donc la poussée des voitures électriques est donc confirmée. Allez, c'est parti avec les ventes en ligne qui ont dépassé les 10% du total du commerce de détail, et plus précisément 13,4%, alors que c'était seulement 9,8% en 2019. Alors le e-commerce des produits, juste les produits, plus de 30% en 2020, alors que ce qui est les ventes de détail en physique baisse de 4% selon la Banque de France. Le marché des transactions totales sur Internet n'a gagné que 8,5% l'an passé. Il est à 112 milliards d'euros. La croissance était de 11,6% en 2019. Mais ce sont les services, c'est pour ça qu'on va séparer les produits des services, qui ont fait plonger les ventes en ligne, puisque les voyages, par exemple, ce segment a été amputé de 47%.
Les ventes de biens matériels, de l'alimentation aux meubles ont explosé puisqu'elles ont grimpé de 32%. Ce qui est pas mal, alors que les services s'affichent en baisse de 10%. Logique pour même raison les voyages. Les vainqueurs, ce sont les sites marchands traditionnels. Leur chiffre d'affaires a gagné 53%, avec des pics à 100% pendant les 2 confinements. Les livraisons à domicile se sont accélérées, ainsi que le click et emporter, et ainsi que le drive. Les places de marché ont progressé de plus de 27%, soit 2 fois plus vite qu'en 2019. Et apparemment, les habitudes prises pendant les confinements ne sont pas abandonnées quand la situation sanitaire redeviendra normale. C'est de moins ce que pensent des experts. Alors, le classement des sites les plus fréquentés, vous avez normal Amazon, Cdiscount et la Fnac, mais juste derrière, Vinted qui pointe son nez juste devant Carrefour. Dans l'économie, bien sûr, vous avez la France qui parle encore et toujours du revenu universel, qui est arrivé en tête des solutions plébiscitées par les Français pour aider les gens dans leur vie quotidienne, bien sûr pour faire face à la crise actuelle. Et c'était une enquête réalisée par l'IFOP pour le Forum Solutions Solidaires et publiée le 28 janvier dernier, puisque 31% des personnes interrogées, soit près d'un tiers, citent le revenu universel dans leur trio de solutions. Et on passe à l'Inde qui veut interdire les crypto-monnaies privées, qui avait déjà commencé à le faire en 2018 puisque la Banque de réserve de l'Inde avait décidé d'interdire aux banques la possibilité d'offrir des services liés aux crypto-monnaies. Mais en mars 2020, la Cour suprême avait annulé l'interdiction des crypto-monnaies voulue par la Banque de réserve de l'Inde, la RBI, Reserve Bank of India. Donc ça fait plusieurs années qu'ils se battent pour interdire les crypto-monnaies privées. Et pour cause, puisque l'Inde souhaite mettre en circulation une monnaie numérique de banque centrale dans les prochains mois. Et pourquoi ? Pour éviter les risques liés au blanchiment d'argent et autres activités illégales qui seraient favorisées par les crypto-monnaies privées. Le Parlement indien pourrait intervenir cette fois-ci pour faire interdire toutes les crypto-monnaies privées dans le pays et donc favoriser sa propre monnaie numérique. Allez, un petit mot sur l'industrie automobile et particulièrement les puces électroniques, puisqu'avec bien sûr toute la crise qui a été connue l'an dernier, donc en 2020, avec bien sûr le coronavirus, les ventes d'appareils électroniques grand public ont explosé et les fabricants de semi-conducteurs n'ont pas pu tenir la cadence. Et il y a un nombre de puces électroniques très importantes dans les automobiles, ce qui fait que General Motors, Volkswagen, Fiat, Chrysler ont tous connu des problèmes et ont dû réduire ou suspendre temporairement leur travail. Et vous avez même le gouvernement allemand qui a contacté les autorités de Taïwan pour se plaindre du manque d'approvisionnement en puces électroniques.